Bonjour, chers amis. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire organisé par le groupe Subdeco qui a pour thématique les défis des ports africains, enjeux et perspectives. Comme vous le savez, le commerce de marchandises occupe plus de 77% des échanges par voie maritime. Les ports sont au cœur de la chaîne logistique en étant, d'une part, l'interface entre un marché globalisé, desservi par une flotte de navires qui vient escaler au port. Ce dernier, à travers ses infras et ses services portuaires, permet le traitement des navires, la réception des marchandises pour, d'une part, desservir le pays auquel le port appartient, mais également un arrière-pays, c'est-à-dire les territoires enclavés. L'Afrique, avec 5% environ des volumes transportés, connaît actuellement un regain d'intérêt, ce qui se traduit par une croissance exponentielle de la conteneurisation et qui induit notamment une modernisation des infras et de la gestion portuaire. Entre 2007 et 2017, près de 50 milliards de dollars américains ont été investis dans les ports africains. Donc, nous sommes là pour étudier actuellement ce qui se fait dans les ports africains. Nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Yann Alix de la Fondation C'est Facile, mais également un représentant du port autonome d'Abidjan en la personne de M. Ousmane Bachili, de M. Patrick Aïssi, qui nous vient du port du Cameroun. Donc, je pense que les panélistes peuvent déjà commencer. C'est Dr. Yann Alix qui est le premier dans l'ordre des présentations. Je vais vous faire un petit résumé de sa biographie. Le Dr. Yann Alix est titulaire d'un PhD de l'Université de Concordia en 1999 et un doctorat en géographie des transports de l'Université de Caen en France. Depuis 2011, Yann Alix occupe le poste de délégué général de la Fondation C'est Facile, laboratoire d'idées prospectives sur les stratégies maritimes, portuaires et logistiques. Il a fondé et dirige la collection Les Océanides et a co-dirigé la collection Afrique Atlantique qui regroupe 70 enseignants-chercheurs africains et francophones. Depuis près de 20 ans, il collabore avec plusieurs autorités africaines ainsi qu'avec la GPAOC. En 2012, il a créé le Paris Africa Port et a animé les deux premières éditions du Forum africain des ports et créé en 2018 le Centre de recherche maritime, portuaire et logistique à Abidjan. Docteur Yann Alix, vous avez 15 minutes pour nous faire votre présentation. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame la modératrice. C'est un immense plaisir que de vous retrouver virtuellement et en espérant vivement être avec vous à Dakar très rapidement. Je voudrais tout d'abord évidemment remercier les organisateurs, Subdeco et l'IST avec son directeur général, et puis l'ensemble des participants évidemment. Je vois qu'il y a plus de 100 personnes qui sont connectées, dont des gens que je connais bien. Donc je vous remercie à toutes et tous encore une fois pour la confiance. Merci aussi aux co-panélistes de partager avec moi ce privilège de cette présentation. Donc, moi, en 15 minutes, en tant que premier panéliste, l'idée, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon de ce que nous, au niveau de la Fondation C'est Facile, on estime être les grands défis portuaires de demain. Donc, j'ai quelques slides à vous présenter qui, j'espère, sauront rencontrer vos attentes. La présentation va se dérouler en 6 points, enfin en 5 points, et le sixième, ce sera une discussion qu'on aura tous ensemble, j'espère. Replacer le continent dans le commerce mondial, même si Madame la modératrice l'a déjà très bien fait. Présenter le panorama portuaire comme on le connaît aujourd'hui, hein, avec les réalités concurrentielles, avec un petit focus sur le conteneur, évidemment, mais aussi parce que vos clients sont avant tout les opérateurs maritimes du côté de la mer et les chargeurs importateurs-exportateurs du côté de la terre. On reviendra sur ce que nous estimons, en tout cas modestement à la Fondation, comme les 3 grands défis structurels qui dépassent peut-être même les seules interfaces portuaires et vos seules responsabilités en tant qu'autorité. Et puis, on conclura évidemment sur des éléments prospectifs 2030. Le continent a eu le 1er janvier 2021
je dirais, l'édification officielle et politique d'une future zone de libre-échange. Et on discutera déjà sur, je pense, une lacune qui est que cet accord de libre-échange n'est pensé que vers la terre et pas du tout vers la mer. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, j'attaque. J'essaye de respecter le timing. Vous savez que je suis quelqu'un de bavard, donc je vais essayer de l'être efficacement. Quelques éléments qui sont très rapides. Alors, j'espère que vous voyez tout l'écran. Moi, je vous avoue que je ne vois pas à droite, mais ce n'est pas grave. Rappelons quand même quelques éléments de contexte essentiels. L'Afrique, dans son ensemble, dans son entièreté, le continent représente 1/5 des surfaces énergie, ça vous le savez, 1/6 de la population mondiale, mais moins de 3% du produit mondial au niveau commercial, au niveau de la production économique, et environ 2,1% des échanges mondiaux, 4% des manutentions portuaires, et 15,2% des échanges intra-africains, ce qui est très très faible, puisque en comparaison, l'Asie fait 61% et l'Europe 67%. Donc, ces éléments de contexte, vous les connaissez toutes et tous, ils sont perçus soit comme des contraintes, soit comme des défis, soit comme des perspectives. Moi, je vois plutôt dans la faiblesse des chiffres, des opportunités de rattrapage et d'accélération. Et c'est, je pense, dans cette optique 2030 que les ports doivent s'inscrire. Les ports sont les fenêtres et les articulations des chaînes de valeur internationales, et l'inclusion des chaînes de valeur africaines passe par la productivité et la performance des autorités portuaires et des interfaces portuaires. Donc, j'espère que vous m'entendez, hein, j'espère que je ne parle pas dans le vide, mais je pense que ça doit aller. Très bien. Alors, cette carte, je l'ai mise en ligne il n'y a pas très très longtemps. C'est simplement pour manifester un panorama qui commence à Dakar. Je m'excuse auprès de mes amis mauritaniens, j'aurais pu les ajouter, et qui se termine dans le fond du golfe de Guinée avec le Nigeria. Si quelqu'un pouvait éteindre son micro pendant que je parle, c'est vous. Je sais pas, il y a quelqu'un qui parle, s'il vous plaît. La chose est la suivante. Aujourd'hui, en tout cas, ça c'est la situation containerisée de 2019, fin 2019, donc avec le trafic consolidé. On a un ensemble portuaire, Lagos à Papaone, qui reste le plus grand ensemble portuaire, mais qui souffre de congestion quasi chronique. On a l'émergence d'un port qui finalement a explosé en termes de trafic, mais en termes, je dirais, de volumétrie totale cumulée en termes de manutention, qui est Lomé, qui profite de la stratégie d'un armement qui s'appelle MSC pour pouvoir croiser ses lignes sur l'interface de Lomé, et donc qui a généré plus de 1,15 million de trafic en transbordement, ce qui est malgré tout, et il faut quand même le reconnaître, une formidable réussite commerciale au niveau du Lomé, mais qui ne peut pas se comparer avec des ports comme Abidjan, Tema ou même Cotonou, qui sont plus des ports qui sont orientés vers leur hinterland, avec des équilibres import-export et vide-plein, qui font que ces ports sont, en tout cas c'est notre analyse, des éléments essentiels pour les économies ivoiriennes, ghanéennes et béninoises, tout comme le Lomé est essentiel aussi pour le Togo, évidemment. Mais ces trafics n'ont pas tout à fait la même nature, ou du moins ne représentent pas la même chose pour le développement économique et territorial de l'Afrique de l'Ouest. Entre tout ça, évidemment, on a notre port de Dakar qui nous invite aujourd'hui. Dakar, qui est un port qui continue de grandir malgré les contraintes physiques et de saturation, en attendant, évidemment, le port du futur, qu'on espère opérationnel le plus vite que possible. Ça, c'est la situation que vous connaissez tous, avec, si on projette tout ça en 2030, à peu près toutes les interfaces que l'on voit ici à l'écran ont tous des projets d'extension en cours ou à venir. Donc, on a une intégration de capacités supplémentaires des ports qui est intéressante jusqu'en 2030, puisqu'elle est peu ou prou, et d'après nos analyses de la Fondation, en corrélation avec ce que le marché va devoir va générer en termes d'importation, d'exportation et aussi de transbordement, comme on le voit à Lomé. Donc, on a des game changers, ce qu'on appelle des game changers, c'est certainement dans un avenir très très proche le TC2 à Abidjan, la continuité de l'extension à Tema et bien évidemment l'arrivée de l'EKI qui pourrait désengorger et désaturer Lagos et peut-être venir concurrencer Cotonou.
il reste des éléphants blancs. Alors, je déteste cette expression, mais on a quand même des ports comme Bagamoyo qui restent des ports qui ont été annoncés il y a déjà plusieurs années, mais qui n'ont pas encore vu le premier coup de pelle sérieux qui permettrait de penser qu'ils seraient opérationnels d'ici 2030. Donc, voilà un petit peu, ça c'est un panorama. Hein, on a fait un peu le même exercice sur l'Afrique centrale. Alors évidemment, je ne m'étendrai pas puisque j'ai mon ami Monsieur Mpila de Crébi qui va en parler beaucoup mieux que moi. On a évidemment le port de Pointe-Noire qui reste... Alors je l'ai mis en port de transbordement parce que finalement... je voudrais insister sur ce fait. Les statistiques portuaires doivent être aussi lues avec attention. Le transbordement de Lomé, qui est articulé sur une stratégie armatoriale de MSC, n'a pas la même nature économique et logistique que celui qui est opéré à Pointe-Noire, où l'on sait tous très bien que le port autonome de Pointe-Noire est l'avant-pays maritime, on va dire, ou l'avant-port maritime de la grande zone de consommation de Kinshasa, où les transbordements se réalisent pour que des fluviaux maritimes remontent jusqu'à Boma et Matadi. On a un événement très important, c'est la dégringolade, si je peux le qualifier ainsi, de Luanda, qui a perdu la moitié de ce trafic en 5 ans. Et puis le petit nouveau, mais qui grandit vite, et encore une fois, je ne me tarderai pas parce que je pense qu'on va en apprendre plus après, c'est le port en eau profonde de Kribi, qui... et je sais que mon ami M. Mpila va pas être content parce que je ne lui ai pas tracé ces corridors, mais les corridors, je pense que ce sont des corridors d'avenir qui viendront mieux connecter l'interface de Kribi, qui est quand même un élément essentiel dans le panorama en 2030, au détriment, et je dis bien au détriment, mais certainement en complémentarité de Douala et son niveau d'eau profond, au niveau de navigabilité restreint. Et on verra un peu comment cette évolution va se passer en 2030. J'en reviendrai sur le sujet un tout petit peu plus tard. J'essaie d'être sous le contrôle du temps, c'est pour ça que je suis un tout petit peu rapide. Cette slide, elle a juste comme intérêt que de vous montrer la connectivité maritime et l'amélioration de la connectivité maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Qu'est-ce que l'on voit sur cet écran? On voit qu'il y a de plus en plus de compagnies maritimes, même si je ne sais pas si vous avez l'écran au complet, moi je sais que c'est un petit peu caché, mais on a une augmentation du nombre d'acteurs maritimes, contrairement à ce qu'on pourrait croire par rapport à la concentration des acteurs dans les alliances. En Afrique de l'Ouest, on a encore une multitude de petits acteurs maritimes qui sont logés dans des niches de marché et qui travaillent très très bien parce qu'ils connaissent très bien le marché. On a un nombre de lignes directes qui servent les marchés de l'Ouest et du centre de l'Afrique qui a presque doublé, passant de 53 alors qu'on en avait 30 en 2008. Et surtout, on a une capacité annuelle déployée. Ça veut dire quoi? C'est que vous prenez tous les navires qui viennent en Afrique de l'Ouest et du centre, vous multipliez par la capacité de chaque année navire en fonction du nombre de services qu'ils vont opérer dans une année. C'est-à-dire que quand vous en avez un qui opère une fois par mois, vous le multipliez par 12. Si vous l'opérez une fois par semaine, vous le multiplié par 52, ce qui fait qu'on a quand même une capacité annuelle déployée sur le marché qui atteint presque 4,5 millions contre 2,6 il y a 12 ans. Chose que vous connaissez toutes et tous, c'est que le navire, le gigantisme naval aussi, par des effets de cascading, mais pas seulement, il y a des navires qui sont taillés sur mesure pour la croissance du marché africain. On a un plus que doublement de la taille moyenne des navires. Illustré par les stratégies de CMA, CGM sur Pointe-Noire ou les stratégies du MSC sur Lomé, où on a des navires maintenant de 14 et de 15 000 boîtes qui sont servis dans des niveaux de productivité et d'efficience à l'interface avec le navire qui sont égales et même supérieurs à certains ports européens. Et il faut quand même véritablement saluer cette incroyable modernisation de la pratique à l'interface. Dernier élément qui est intéressant, c'est qu'on a plus de navires, on a plus de capacité, on a plus de capacité et les navires sont plus grands. Par contre, on en a moins de navires. C'est le seul indicateur qui entre guillemets, régresse. C'est aussi dans la logique des armements qui ont fait grandir leur capacité par la taille de leurs navires, en renouvelant des flottes ou en repositionnant des navires en dehors des trades historiques de l'Afrique et qui sont venus sur l'Afrique avec des navires plus gros. Donc, sur cette zone que l'on considère donc de la Mauritanie
en Angola, on considère qu'il y a presque 9 millions de conteneurs qui sont manutentionnés, ce qui est quand même quasiment un doublement en moins de 10 ans, sur 30 ports commerciaux. D'accord ? Et j'espère que je suis encore sous le contrôle du temps. Là, c'est dommage, j'espère que vous voyez en haut. Pour nous, et parce que c'était la question qui nous était posée, quelle perspective pour 2030 ? La perspective pour 2030, pour nous, la première est véritablement le plus grand enjeu, c'est que les interfaces portuaires ayant fait leur modernisation, comme l'a dit Madame la modératrice, plus de 50 milliards de dollars investis sur une décennie, les ports sont au niveau et sont au rendez-vous. Maintenant, la problématique, c'est de se tourner vers la terre. On gère très très bien les interfaces avec les plus grands navires, pas du monde, mais des navires déjà de très belle facture. On a un problème de transport intérieur, on a un problème de fluidité logistique et d'organisation des corridors de fret. Une concertation, enfin, c'est même pas une concertation, c'est une planification sous-régionale qui doit être revue totalement pour que le maillage intérieur, et pas simplement infrastructurel, je ne parle pas simplement que de construire des routes ou de construire des voies ferroviaires, mais bien de structurer un maillage de ports secs productifs et opérationnels qui ne soient pas que des zones de délestage de la congestion portuaire. Tous ces éléments sont vraiment, à mon avis et à mon sens, les enjeux de 2030 pour des autorités portuaires qui doivent être les acteurs et les chefs d'orchestre de cette vision planifiée et structurelle à l'échelle de l'Ouest et du centre de l'Afrique. C'est peut-être donner beaucoup d'importance aux autorités portuaires, mais je pense et je continue de penser que une autorité portuaire est un chef d'orchestre d'un écosystème qui lui-même est tributaire de la qualité et de la pertinence de son maillage terrestre aujourd'hui en Afrique. On pourra très bien desservir des grandes métropoles africaines comme Abidjan, comme Lagos ou comme Douala, mais il faut nourrir l'arrière-pays et il faut que l'arrière-pays nourrisse les chaînes de valeur africaines. Et c'est un défi, je pense, en 2030 qui va dépasser complètement l'orchestration d'une modernisation de l'interface portuaire ou l'investissement dans les terminaux. Et c'est le troisième point, c'est cette fameuse congestion intra- et périmétropolitaine. Si on parle souvent de l'importance du dernier kilomètre, en logistique, je pense qu'à l'échelle des ports de l'ouest de l'Afrique et du centre de l'Afrique, ce n'est pas le dernier kilomètre, c'est les derniers 50 kilomètres qui sont prépondérants. Et on voit que les gains que l'on peut avoir sur la modernisation des interfaces portuaires ne doivent pas être perdus dans la perte de temps et d'efficience sur les segments terrestres. Ça demande une grande vision, ça demande une grande planification qui parfois dépasse des intérêts des seules nations et des seuls intérêts souverains et régaliens d'un État. C'est une vision régionale qui doit être intégrée pour que l'organisation des corridors de fret soit optimale. Voilà un petit peu. J'espère que je suis encore dans le temps. Je vais finir avec un seul point. C'est en guise de conclusion, c'est que, comme je le disais en introduction, au 1er janvier a été initiée une grande zone de commerce de libre-échange intra-africain pour justement que le 15,6% de commerce intra-africain augmente et crée de la valeur et crée de l'emploi et crée des opportunités pour le continent le plus jeune du monde. Mais j'ai été particulièrement marqué par le fait que quand vous lisez cet accord, jamais n'est mentionné le rôle des ports et de la connectivité maritime intra-africaine. Je pense que c'est absolument nécessaire et essentiel qu'en 2030, on puisse se rejoindre et se retrouver, j'espère qu'on se verra avant, en 2030, qu'on constate que ces connectivités et cette libéralisation du commerce intra-africain passent aussi par la mer et ça demande que l'on sécurise les espaces maritimes, particulièrement dans celui du Golfe du Guinée aujourd'hui, et qu'on utilise tous les leviers. Je ne vais pas parler de la digitalisation, je ne vais pas parler du changement des pratiques et des mentalités, mais ça fait partie des éléments qui accompagnent cette transformation qui sont parmi les plus grands défis que les autorités portuaires doivent accompagner et pas seules, avec leurs écosystèmes, pour être véritablement en concertation avec leurs autorités publiques pour avoir les bonnes politiques publiques d'aménagement. Je crois que je dois être dans le temps. J'espère en tout cas, Madame la modératrice, je suis désolé, je parle vite, mais j'avais beaucoup de choses à dire, comme toujours, quand je parle des ports africains. Merci à toutes et à tous. Je reste évidemment connecté pour répondre à vos questions et écouter les autres panélistes des 3 autres ports qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci encore à toutes et à tous.
Excellent, Yann Alix. Vous avez terminé avec 1 minute d'avance. Donc, je vous remercie. Nous Ah, allons passer la parole voilà. Nous allons passer la parole à M. Ousmane Bathily, qui nous vient du port autonome d'Abidjan. Il est ingénieur statisticien et économiste de formation. Il est le directeur adjoint au port d'Abidjan et en charge des statistiques, la planification, les études économiques et financières avec une expérience de 8 ans dans le domaine portuaire. Monsieur Ousmane Bathily, vous avez votre quart d'heure pour nous faire votre présentation. Merci. Ok, tout d'abord, j'aimerais remercier le groupe Subdeco pour le choix porté sur ma modeste personne en qualité de panéliste. Donc, cet après-midi, je vais vous faire une présentation sur le thème de la conférence. Ok, donc ma présentation va s'axer sur 3 points. Déjà, présenter le contexte d'évolution des ports africains. Ensuite, vous faire un état des lieux et terminer par les perspectives et défis auxquels les ports africains sont confrontés, selon mon avis. Donc, nous allons passer au contexte. Donc, avant d'aborder le contexte d'évolution des ports africains, j'aimerais d'abord qu'on échange sur le fonctionnement de la chaîne logistique maritime. Donc, au niveau de la chaîne logistique maritime, vous avez d'un côté le marché global et régional. Si on prend le cas du port d'Abidjan, notre marché global peut être le marché asiatique ou européen. Et d'un autre côté, vous avez le port et son arrière-pays, ainsi que les territoires enclavés desservis. Donc, la connexion entre ces deux est faite par une flotte de navires. Donc, au niveau du port d'Abidjan, comme arrière-pays, vous avez le district d'Abidjan lui-même, vous avez toutes les villes de l'intérieur et en termes de territoires enclavés, vous avez le Burkina, le Mali et le Niger qu'on dessert également. Donc, au niveau du port, pour assurer l'exploitation portuaire, l'autorité portuaire doit mettre à disposition des usagers des infrastructures physiques telles que les quais. Ensuite, l'autorité portuaire également doit fournir des services portuaires. Vous avez par exemple le pilotage, le lamanage, je dirais tous les services auxquels le navire et la marchandise ont besoin pour leur passage au niveau de l'espace du port. Donc, ensuite, pour allier l'arrière-pays et les territoires enclavés, il faut des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales. Parfois, on a même recours aux pipelines pour tout ce qui concerne les pétroliers et aussi des courroies transporteuses. Donc, tout ce fonctionnement est basé sur un cadre institutionnel et réglementaire. Donc, il y a un règlement de police, il y a un règlement d'exploitation, une gouvernance qui est généralement assurée par l'autorité portuaire. Et aussi, vous avez les douanes pour tout ce qui est formalité douanière, je dirais, de passation de la marchandise. Donc, pourquoi ce schéma? C'est pour essayer de comprendre la chaîne logistique. Et quand on fera l'état des lieux et les défis vont s'attaquer à chaque maillon de la chaîne. Donc, comme on le dit dans le domaine de la logistique, dans une chaîne logistique, quand un maillon est faible, l'impact est tout de suite ressenti sur toute la chaîne logistique. Donc, Yann, s'il vous plaît, on va passer à la prochaine diapo. Donc, historiquement, les ports africains étaient bâtis au cœur des villes. C'est-à-dire, à l'époque de la création des ports africains, nos villes n'étaient pas assez développées, donc on avait des ports qui étaient au cœur des villes. Et aujourd'hui, avec la croissance démographique et urbaine, nos ports sont devenus obsolètes et inadaptés. Donc aujourd'hui, les ports africains font face à ce défi-là. Tout de même, en 2007 et 2017, il y a eu beaucoup d'investissements dans le secteur portuaire africain, dans un contexte de guerre commerciale. Donc, les trafics maritimes se sont accrus de 7% en moyenne annuelle et l'Afrique a suscité un regain d'intérêt. Ensuite, il y a eu un autre phénomène, il s'agit on ne dirait pas la privatisation, mais la concession des terminaux. C'est-à-dire, par le passé, les quais étaient gérés par les autorités portuaires elles-mêmes.
Mais de plus en plus, depuis des années, la tendance est à la concession de ces terminaux, c'est-à-dire la gestion de l'infrastructure portuaire par le privé. Donc, les autorités portuaires se concentrent sur tout ce qui est gouvernance, donc font prévaloir leurs prérogatives de puissance publique, et tout ce qui est gestion, exploitation est concédé au privé. Donc aujourd'hui, là, vous verrez là, dans la plupart des ports africains, la majorité des terminaux sont ainsi gérés par des opérateurs privés. Donc en gros, voici un peu présenté succinctement comment les ports africains ont évolué. Donc aujourd'hui, vous avez un problème de relation entre les villes qui abritent les ports et les ports. Vous avez également d'importants investissements qui ont été faits pour tenir compte de nouvelles tendances dans le secteur maritime. Et enfin, vous avez la vague de concession de tout ce qui est infrastructure et terminaux des différents ports africains. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'état des lieux. Au niveau de l'état des lieux, j'ai pu recenser environ 7 points. Aujourd'hui, on a une forte tendance à la containerisation. Donc, dans le secteur maritime, donc les ports africains n'échappent pas à cette tendance. La tendance aujourd'hui est la containerisation, d'où le développement dans les différents ports africains de plusieurs terminaux à conteneurs. On assiste également à une compétition féroce entre les ports africains. Donc, quand vous passez d'un port à un autre, vous allez constater qu'il y a un plan massif d'investissement. Au niveau du port d'Abidjan, nous, depuis, je dirais, les années 2014, on a entamé un vaste programme de développement des infrastructures portuaires à hauteur de plus de 1000 milliards. Donc, tout ça dans l'optique d'être le hub port de la côte ouest africaine. Et nos ports concurrents également sont dans la même veine. Donc, on assiste à une compétition féroce en termes d'investissement au niveau des infrastructures. Mais cela pose un problème, c'est-à-dire tous les ports ne pourront pas être un port. Et donc, à la fin, on risque de se retrouver avec des ports qui ont des infrastructures surestimées, je dirais, au-delà du trafic qu'ils vont avoir. Donc, ça pose le problème de l'optimalité des investissements portuaires. Ensuite, vous avez la lourdeur des procédures administratives et douanières, le transit time. Au niveau des ports africains, les procédures administratives et douanières sont très lourdes. Ça prend énormément de temps, ce qui entrave à la facilitation du commerce extérieur. Vous avez également le problème d'insuffisance d'espace, comme je vous l'ai dit dans les diapos précédentes. Aujourd'hui, les ports ont été rattrapés par les villes, donc il n'y a plus d'espace pour l'extension. Ça pose également un problème pour les ports. Et au niveau mondial, on assiste à une course au gigantisme des navires, c'est-à-dire les navires sont de plus en plus grands dans un souci d'économie d'échelle. Donc, les ports doivent faire face, ce qui justifie plus ou moins les différents investissements que les différents ports font pour pouvoir accueillir ces navires. Et aujourd'hui, le monde maritime est accentué en Asie, comme le démontrent les différents classements des ports mondiaux. Je pense que dans le top 10, il y a au moins 7 ou 8 ports du continent asiatique. Et enfin, vous avez le développement de l'automatisation des outils informatiques. Donc aujourd'hui, avec même la crise sanitaire a démontré aux ports africains qu'il était important de dématérialiser tout ce qui est procédure, de passer à la digitalisation des ports. Donc la muée accélérée du secteur portuaire ces 20 dernières années a touché le continent. Et donc de ces différents constats, de nombreux défis sont à relever pour nos ports. Déjà en termes de perspectives de développement, comme je vous l'ai dit, avec l'impossibilité d'extension, il faut désengorger les villes en favorisant l'implantation de ports sur de nouveaux sites. Je parle sous le contrôle de nos amis du Sénégal. J'ai lu dans l'actualité qu'il y avait un projet de création d'un nouveau port. Donc aujourd'hui, c'est la tendance dans certains pays, au lieu de toujours rester sur l'existant, on préfère aller carrément sur un nouveau site, construire un port qui répond aux normes
parce que souvent, il est quand même difficile de rattraper au niveau des ports existants. Également, en termes de perspectives de développement, il faut développer un tissu d'infrastructure dans l'Interland pour faciliter le pré- et post-acheminement. Donc, il y a une nécessité d'avoir une connexion, le réseau routier, le réseau de chemin de fer, des plateformes logistiques. Donc, de plus en plus, on entend parler dans les différents pays de ports secs. La Côte d'Ivoire a un projet de port sec, le Sénégal également un projet de port sec. Donc, aujourd'hui, plus ou moins, ce sont les deux principales perspectives de développement qui s'offrent au secteur portuaire africain. En termes de défis, M. Yann, s'il vous plaît, la prochaine diapo. En termes de défis, comme je l'ai dit, tous les ports africains ne vont pas devenir des ports. Donc, il va falloir investir de façon raisonnée. Donc, il faut investir selon son avantage comparatif en faisant une analyse vraiment très fine de la demande. Sinon, comme je l'ai dit, à terme, on risque de se retrouver avec des ports en surcapacité. Ensuite, il faut également améliorer les procédures et les digitaliser. Cela permettra de réduire les temps des formalités administratives et douanières. Parce que la compétitivité d'un port se joue là-dessus également. Là où dans les pays développés, les ports européens, une marchandise peut être dédouanée en moins d'un jour ou en quelques jours, dans nos ports africains, pour la majorité, il va falloir attendre 2 à 3 semaines. Donc, au-delà d'investir dans l'infrastructure, on pourrait gagner également en investissant dans le process, c'est-à-dire tout ce qui est procédure, en digitalisant. Donc, je pense que pour les années à venir, les ports africains doivent se concentrer là-dessus, sur tout ce qui est digitalisation. Donc, l'informatique doit avoir une place de choix dans les nouvelles stratégies de développement des ports. Ensuite, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, au niveau des ports, la tendance est à la concession de tous les terminaux privés. Donc, ces concessions se font dans le cadre des partenariats publics-privés. Donc, il faut chercher à rester toujours attractif pour le privé, mais également en préservant les intérêts nationaux. Car on constate que là où on était censé avoir des gains en concédant au privé, pour ce qui est du port d'Abidjan, ce que j'ai pu constater, c'est que généralement les concessions entraînent une hausse des tarifs. Donc, il faudra vraiment avoir un œil regardant sur ces aspects, parce que un PPP mal monté peut avoir des conséquences comme la hausse des tarifs et qui va freiner la compétitivité des différents ports africains. Enfin, il ne faut pas faire la spécialisation des quais en développant d'autres terminaux spécialisés. Aujourd'hui, la tendance étant à la conteneurisation, on est tous focus sur les terminaux à conteneurs. Oui, c'est bien bon, mais après, il va falloir également développer d'autres terminaux spécialisés comme les terminaux rouliers pour attirer les constructeurs automobiles. Tangemed l'a bien reçu. Je pense que Renault l'est installé sur la zone franche, et ce qui permet à Renault d'exporter environ 300 000 véhicules dans l'année à partir du port de Tangemed. Vous avez également les terminaux minéraliers à développer pour les pays qui ont d'importants projets miniers. Vous avez également aussi des terminaux pour les paquebots de croisière, pour les pays qui veulent développer le tourisme, et ça permettra également la création d'entreprises. Donc, en clair, c'est pour juste dire que les méga hubs ne concernent pas que les conteneurs. Donc, il y a d'autres terminaux qu'il faut spécialiser, qu'il faut développer, qui pourront favoriser le développement de nos ports africains. Donc, voici brièvement ce que j'avais à dire sur le thème de la conférence. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur. Merci à monsieur Bathily et monsieur Yann-Alix pour l'assistance technique. Donc, je pense que nous allons laisser la parole à monsieur Patrick Aïssi du port autonome de Kribi. Pour la biographie, il est ingénieur polytechnicien, option génie civil depuis plus de 15 ans. Il a à son actif la réalisation de plusieurs projets d'infra, projets routiers, autoroutiers, bâtiments. Et il a assuré le suivi de la réalisation à toutes les étapes des travaux d'aménagement du port industriel de Kribi. Il assure également le suivi de la réalisation de la deuxième phase du port.
Donc, Monsieur Haïssi, je vous donne 15 minutes pour nous faire votre présentation. Merci. Bonsoir à tous, vous me suivez? Bonsoir, Monsieur Haïssi. Ok. Voilà. J'avais une présentation que j'avais prévue, mais Mhm. les deux présentations précédentes font que je pense qu'il est bon de passer, de prendre un autre axe. Parce qu'en fait, sinon, on va être dans une logique de redite et je ne pense pas que ça intéresse nos différents participants. À titre complémentaire à ce qui a été dit par M. Yann Alix et M. Bachili, je voudrais indiquer qu'au niveau de l'état des lieux, il y a lieu de mentionner, on va dire, des manques au niveau stratégique. Monsieur Yanalix a parlé tout à l'heure de son étonnement de voir l'accord sur la zone de libre-échange économique continentale, la zone de libre-échange continentale qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier, ne pas aborder le volet maritime. Je pense qu'il faut questionner un peu ce manquement et s'interroger sur notre posture en tant qu'Africains, sur notre volonté au niveau stratégique à faire avancer le continent de manière commune et de manière collective. Il y a des proverbes africains qui disent que seul on peut aller vite et ensemble on peut aller loin. Donc, il y a un manque au niveau stratégique. Je pense que ça, c'est un constat général qu'il faut faire. Il y a un problème de compréhension des PPP, donc de l'intégration de la sphère privée dans l'accompagnement des États pour développer un peu les infrastructures de manière globale. Ça, c'est des éléments qu'on peut rajouter à titre complémentaire à ce qui a été dit tout à l'heure. Maintenant, de manière spécifique sur le Cameroun, ce qu'on peut dire sur la partie d'état des lieux, c'est d'indiquer qu'au niveau du Cameroun, nous avons 3 ports maritimes. Le port de Limbe, qui va voir dans les prochaines années des projets d'extension et d'amélioration des capacités qui sont à ce niveau-là. Nous avons le port de Douala et nous avons le port de Kribi. Nous avons également un port à l'intérieur du continent au niveau de Garoua, qui est sur le fleuve Benoué. Pour ce qui est du port de Kribi, le port de Kribi s'inscrit dans une stratégie qui prend son ancrage dans une vision qui a été édictée en 2010 avec comme option de faire du Cameroun un pays émergent en 2035 en étant, on va dire, le pivot de dynamiques territoriales qui sont adossées sur les pays enclavés que sont le Tchad, que sont la République centrafricaine, qu'on peut indiquer partie du Nigeria, partie du Nord-Congo et du Gabon, avec donc un ensemble d'enjeux relativement à la relation entre le port de Kribi et les différentes villes attenantes, notamment la ville de Kribi et les territoires intérieurs, donc la problématique de corridor que Yann Alix a évoqué tout à l'heure, et dans de différentes zones ou ports secs qui vont permettre un peu de massifier, de rediriger ou de faire le transfert modal sur la zone d'influence de Kribi. Alors, vous me suivez toujours? Très bien. Ok. Donc, je ne vais pas revenir sur les problématiques de la connectivité et son insuffisance ou son faible niveau au niveau de la sous-région. Donc, c'est un sujet sur lequel nous devons tous travailler. Je vais à la suite évoquer un peu les perspectives de notre point de vue. Je pense que le premier chantier, c'est déjà de remettre un peu les ports dans l'écosystème global de l'économie de l'Afrique au travers d'une insertion des ports dans les instruments comme celui de la zone de libre-échange économique, nombre de zones de libre-échange continentale. Je pense que ça, c'est un premier sujet et un premier chantier. C'est effectivement une opportunité.
Nous commerçons beaucoup avec l'Asie, avec l'Europe, mais nous ne commerçons pas beaucoup entre nous, ce qui est quand même assez surprenant, considérant que l'Afrique, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même le deuxième continent le plus peuplé, avec un ensemble de produits qui peuvent être partagés entre nous. Donc, je pense que le premier chantier, c'est déjà d'améliorer cette connectivité, tant au niveau terrestre qu'au niveau maritime, entre les pays africains, d'insérer au niveau des instruments et dispositifs stratégiques existants, cette volonté-là de la consacrer dans ces instruments-là, ce serait, je pense, que le premier chantier. Le deuxième, c'est au niveau local, de travailler à l'intégration des ports dans les armatures urbaines pour que les ports puissent vraiment impacter de bout en bout l'économie et, on va dire, les populations pour que, on va dire, les valeurs de développement durable puissent être, on puisse avoir les résultats des indicateurs pertinents à terme. L'un des autres sujets pour l'avenir, c'est la transition écologique. Si vous voulez, la résilience, l'adaptation des ports africains face aux effets du changement climatique, dont les différentes vulnérabilités auxquelles nous faisons face au jour d'aujourd'hui. Nous avons de magnifiques plages. L'économie, oui, mais cette économie doit se faire dans une logique de cohabitation vertueuse avec les écosystèmes naturels que nous pouvons trouver ici et là. Donc, il y a nécessité de travailler sur cette résilience-là pour face aux effets des changements climatiques et aux catastrophes naturelles. Donc, l'autre élément sur lesquels nous devons travailler, c'est l'implication du secteur privé, tant au niveau local qu'au niveau de nos différentes diasporas, avant d'aller au niveau des bailleurs de fonds latéraux, multilatéraux que nous avons usuellement, avec qui nous traitons usuellement. Là, quand je parle des bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux, je pense à la Chine, je pense à l'Union européenne, à la France et à tous les autres. Voilà un peu brosser rapidement ce que je pouvais dire. Comme j'ai dit, j'ai fait le choix de ne pas partager la présentation parce que j'ai trouvé qu'elle était redondante à la suite des deux précédentes. Maintenant, s'il y a des questions particulières, nous sommes disposés à y apporter des réponses. Merci bien, madame. Merci beaucoup, Monsieur Aïssi. Donc, je vous remercie davantage pour avoir adapté votre communication et nous faire part de votre point de vue et de la vision qui a été développée pour mettre en place le port de Crimée. Allô, vous m'entendez? Je viens juste d'être déconnectée. Oui, vous avez perdu, Madame Diop. Ça y est, on vous a retrouvé. J'en suis très contente. Donc, je disais que je remerciais M. Aïssi pour avoir adapté sa communication et nous avoir fait part de la stratégie qui a été mise en œuvre pour développer le port de Kribi. Je pense que le quatrième panéliste, c'est M. Lam du port de Dakar. Donc, s'il est connecté, M. Lam, je vous remercie de nous faire un signe si vous êtes là. Apparemment, il a des soucis de connexion. Donc, je pense que nous allons peut-être ouvrir les débats et s'il y a lieu, je pourrai répondre aux interrogations concernant le port de Dakar. Ce que j'aimerais signaler, c'est que M. Aïssi nous a fait part d'une problématique qui est très importante, c'est celle de planification stratégique dans le développement des ports en Afrique. Je pense que M. Bachili a également évoqué le même problème.
Donc, dans cette course à être le hub au niveau du continent africain, est-ce qu'il n'y aura pas finalement un surinvestissement et par là même un problème de surcapacité des terminaux à conteneurs? Si je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, je sais que nous avons à peu près plus de 700 kilomètres de côte et nous sommes plus de 13 pays à façade littorale et qui desservons 3 enclavés. Donc, à une échelle similaire, je donnerai le cas de l'Inde qui, à travers un plan national intitulé Sagarmala Act, a validé un modèle de développement impulsé par les ports. Donc, un port majeur sera édifié sur chaque 150 km de côte. Donc, je pense que ça, c'est un point qu'il faut souligner. Monsieur Alex, vous en aviez parlé tout à l'heure. Donc, si vous souhaitez vous exprimer davantage sur ce point, nous vous écoutons. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez, Madame la modératrice? Oui, Monsieur Alex, je vous entends. Merci beaucoup. Merci. Le retour est bon à mon niveau. Vous m'entendez également? Ah, moi, je vous entends parfaitement et j'espère qu'on n'est pas que tous les deux à s'entendre l'un l'autre. J'espère également. Nous vous entendons bien, rassurez-vous. Pour simplement tenter de répondre vous savez très bien que ma grande qualité, ce n'est pas d'être court, donc je vais essayer de l'être quand même. Je réagis évidemment et je m'inscris complètement dans ce qu'a dit Ousmane et Alain Patrick. Cette planification stratégique est absolument essentielle, effectivement, et il y a des questions qui interpellent sur l'idée que est-ce qu'on est en ou en sous-capacité. La situation actuelle, en tout cas telle que nous l'apercevons, nous, au niveau de la Fondation C'est Facile, c'est qu'au regard du pourcentage d'occupation des terminaux, et je parle uniquement aujourd'hui sur les terminaux conteneurisés, je n'oserais pas parler sur les terminaux vraquiers ou les terminaux spécialisés, c'est qu'on n'a pas d'incohérence entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que grosso modo, les capacités portuaires développées entre Dakar et Pointe-Noire et même jusqu'à Luanda rencontrent leur marché. Vous savez, on a toujours cette problématique difficile d'anticiper ce que sera la demande et donc de construire l'infrastructure à la bonne taille pour pouvoir être pile dans le timing du marché pour pouvoir absorber cette croissance économique qui a été un petit peu perturbée par la crise sanitaire et pandémique, mais qui finalement n'a pas eu un impact si important que ça sur les volumes importés et exportés de la zone africaine de l'Ouest et du Centre. Donc, pour être plus clair dans mon propos, et j'essaie de l'être le plus que possible, je dirais qu'aujourd'hui, à l'horizon 2030, la somme des projets que l'on connaît, dont notamment celui du port de Dakar, les extensions de TC2 à Abidjan, la deuxième ou la troisième phase de croissance sur Tema, je ne vais pas tous les énumérer, mais chaque port a ses éléments de croissance et finalement, si vous les corrélez au principe du moins aux macro-données de consommation et de transformation des produits sur le marché africain, on n'a pas d'incohérence. On n'est pas en surcapacité de 10, 15 ou 20 ou 30% à l'horizon 2030. On est plutôt dans une logique véritablement d'équilibre qui veut dire que ça n'obère pas le fait qu'il y aura de la concurrence entre les terminaux et entre les ports et même entre les pays pour pouvoir capturer ces trafics, mais que finalement, si cette zone de libre-échange devient véritablement une réalité maritime et portuaire, on aura de nouvelles avenues pour faire des nouvelles typologies de flux et des nouvelles croissances. Je dirais juste un mot, Madame Diop, pour conclure. C'est un élément absolument essentiel dans la planification stratégique. Je pense que on a eu une discussion avec l'AFD hier sur le rôle des ports dans les économies maritimes, dans les économies africaines. J'aime bien cette image de l'œuf et de la poule. Moi, je reste persuadé que les ports sont véritablement les poules, si je peux me permettre de le dire ainsi, des économies africaines et que la génération des œufs par les poules portuaires ne peut être véritablement accélérée parce qu'on aura
schéma structuré de territoire au niveau du maillage infrastructurel, mais aussi et surtout, et ça fait 20 ans qu'on l'appelle, mais il va falloir vraiment à un moment donné qu'on s'intéresse à la chose, que l'on industrialise et que l'on manufacture, l'industrialisation et la manufacturisation des produits d'exportation africains. On a un souci, c'est qu'aujourd'hui, on a 3/4 d'import et 1/4 d'export, c'est-à-dire qu'on a un très gros déséquilibre de flux qui finalement a des impacts macroéconomiques majeurs, puisque l'import doit payer pour l'export, puisqu'on exporte à vide. Et donc, cette manufacturisation, elle doit être encouragée, comme on l'a vu sur les produits forestiers du bassin Congo. On doit continuer à transformer les produits et à encourager la transformation des produits sur des ports secs qui deviennent productifs et pas simplement logistiques. Et voilà, j'arrêterai là parce qu'autrement, vous savez très bien que je vais pouvoir continuer très longtemps. Mais c'est absolument essentiel que cette politique, avec en plus les moyens aujourd'hui technologiques, avec l'industrialisation qui peut être complètement sublimée par les moyens techno, on a besoin d'accélérer pour que se crée de la valeur, de l'emploi direct et indirect sur le territoire africain pour remplir les conteneurs à l'exportation et ainsi mieux balancer et mieux stimuler le commerce intra-africain par la mer et via les ports. Voilà, excusez-moi d'être un peu long. Très bien, merci Monsieur Yann Alix. Non, non, c'était très clair. Nous avons beaucoup apprécié cette intervention. Je pense qu'on a quelques réactions sur le sujet. Je vois Monsieur Batili qui dit que les ports d'Abidjan et de San Pedro sont en concurrence, mais une concurrence saine. Le port d'Abidjan a l'avantage de la situation géographique avec de meilleures connexions routières et ferroviaires. S'il vous plaît, Monsieur Batili, et pour le port de San Pedro, quelle est actuellement sa vocation et quelles sont les prévisions les prévisions de développement qui sont actuellement en cours pour ce port? Parce que je sais qu'il est plus proche de Bamako que nous, Dakar. Et j'aimerais savoir comment vous mettez en place votre stratégie pour ravir quelque part de marché au port concurrent. Bon, ce que j'aimerais dire, c'est que, à la différence peut-être de certains pays comme le Gabon où il y a l'Office des ports, ici, les deux ports fonctionnent de façon indépendante. Donc, effectivement, Bamako est plus proche de San Pedro. Donc, logiquement, San Pedro devait avoir un trafic malien plus élevé que nous. Mais bon, dans les statistiques, on a toujours un trafic plus élevé. Donc, je peux expliquer cela par le fait que le port d'Abidjan soit situé dans la capitale, je dirais, économique, donc où toutes les activités sont concentrées. Donc, il n'y a plus d'attractivité à venir à Abidjan, je dirais qu'à San Pedro. Maintenant, je ne pourrais pas expliquer dans les détails pourquoi ils n'arrivent pas encore à bien capter Bamako. Pour le moment, c'est ce que je peux dire. Maintenant, quant à la question de la vocation du port de San Pedro, ce que je sais, c'est qu'initialement, le port de San Pedro avait été conçu en particulier pour le cacao. Parce que San Pedro est plus proche des zones de production du cacao. Donc, c'était ça sa vocation première. Et il y a aussi d'importants projets miniers dans la zone. Donc, disons, ce sont les débouchés du port de San Pedro. Et comme vous avez parlé des planifications stratégiques également, dans le plan national de développement 2016-2020 de la Côte d'Ivoire, on l'avoue, l'accent a été plus mis sur Abidjan. Et donc, pour le prochain plan national de développement 2021-2025, il a été décidé que San Pedro aura la priorité. Donc, il y a d'importants projets qui sont inscrits dans ce PND-là pour développer le port de San Pedro. Donc, je n'ai pas en tête, mais il y a de très fortes prévisions de trafic minier qui doivent passer par San Pedro si certains projets sont mis en œuvre. Donc, c'est ce que je pourrais vous répondre. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a une autre question. Je vais me permettre de la lire. Elle nous vient de Monsieur Romaric Kamgo. Monsieur Patrick, comment est mis en avant le marketing du port autonome de Kribi afin de le rendre plus attractif aux yeux des clients, c'est-à-dire les chercheurs? Merci.
Monsieur Haïssi, vous avez pu entendre ma question? Oui, je l'ai bien suivi. Très bien, Ok, merci. ok. À titre de réaction face à cette question, je vais dire qu'au niveau de Kribi, au niveau marketing, nous avons deux piliers pour essayer de donner réponse et travailler sur l'attractivité vis-à-vis des chargeurs. On a un premier qui est vraiment sur les aspects commerciaux et immatériels, dont nous travaillons, nous communiquons beaucoup sur le digital et nous faisons des propositions qui sont des propositions personnalisées vis-à-vis de nos différents clients, donc en fonction du lieu d'implantation du chargeur, en fonction de sa spécificité. Nous lui faisons une offre qui est une offre spécifique et pour être en capacité de donner une réponse pertinente. Ça, c'est sur les aspects, on va dire, immatériels. Et maintenant, sur les aspects physiques, nous travaillons sur les aspects d'infrastructure, sur les aspects des capacités d'accueil, dont les infrastructures, c'est tout ce qui est infrastructure linéaire de pré-post-acheminement. Et sur les capacités d'accueil, c'est tous les équipements et toutes les infrastructures ponctuelles comme les capacités d'entreposage, donc des entrepôts, et l'ensemble des équipements qui permettent d'accompagner les problématiques de chargement, de déchargement en lien avec les besoins des chargeurs. Donc, c'est un peu ce binôme-là que nous mettons en place. Et comme je l'ai dit, il est personnalisé, il est ciblé. Nous avons une offre générale, mais nous préférons vraiment travailler au plus près. Allô? Vous m'avez suivi? Oui, oui, Allô? très bien. Allô? Okay. Mais Merci, merci. permettez-moi de revenir un peu sur Je la vous en prie. problématique on va dire de l'ancrage stratégique du développement des ports africains. Je pense qu'il y a un vrai questionnement et peut-être je m'interroge moi-même sur les stratégies à mettre en place de manière collective pour que chacun à titre individuel puisse un peu faire œuvre utile et qu'on arrive à une compréhension commune de ce que nous voulons faire de cet accord, de cette zone de libre-échange. Qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous voulons faire un outil qui va permettre, comme M. Alix l'a indiqué tout à l'heure, d'être une opportunité de rattrapage dans le cadre de l'insertion des économies africaines dans l'économie mondiale? Ou alors, ça va être je ne vais pas dire un gadget, mais ça va être quelque chose qui va, à l'horizon dans 10 ans, on se dira on aurait pu ou on aurait dû faire mieux. Est-ce qu'il n'est pas déjà temps aujourd'hui de questionner cet accord, bien qu'il soit récent, et de voir comment très vite faire les ajustements ou les corrections qui vont permettre que dans 10 ans, on puisse avoir un résultat qui soit suffisant. Je pense qu'il était donc qu'on essaie de... Je voudrais bien entendre M. Alix encore sur cette question et également les autres panélistes et les participants à ce webinaire. Monsieur Alix, souhaitez-vous réagir tout de suite à l'interpellation de Monsieur Haïssi? Merci beaucoup, Madame la modératrice. Cher Alain, Appelez-moi Khadi, ça va aller plus vite. merci beaucoup. On a commis à l'échelle de la Fondation C'est Facile un texte qui justement propose des pistes de réflexion pour stimuler ces interconnectivités intra-africaines, notamment à travers des processus de facilitation. Je vous rappelle qu'il est incroyable de penser et de continuer de penser, parce que c'est une réalité, qu'envoyer du bois transformé depuis un port comme celui de Libreville jusqu'à du marché de consommation de la Côte d'Ivoire, le coût du fret maritime est tel, parce que les connectivités ne sont pas au rendez-vous, parce que tout simplement les conditions du marché ne sont pas satisfaisantes. On va je dirais, rendre impossible cette interaction entre deux économies africaines, parce que finalement, ce que le transport maritime réussit à faire depuis de Kribi vers la Chine ou depuis Kribi vers le port du Havre ne réussit pas
à transformer l'essai entre Libreville et Abidjan, par exemple. Donc, je crois que dans ce contexte de réflexion d'une zone de libre-échange intra-africaine, on n'a pas simplement des procédures de facilitation douanière à mettre en place, on a tout un schéma intégré où on va pouvoir encourager la relance de flottes que je ne veux pas, surtout pas qualifier de nationales ou nationalistes, mais bien des armements qui auront l'opportunité de développer des petites unités adaptées en fonction de la réalité des trafics, avec des situations de manutention et des tarifications de manutention qui pourraient être attractives parce qu'elles seraient, pourquoi pas, subventionnées par les États, afin justement d'encourager, de mettre un cercle vertueux qui permettrait de changer un peu les modes circulatoires entre les États africains. Et l'avantage de la mer, c'est que même si aujourd'hui on a un véritable problème de sécurisation de l'espace maritime guinéen, du golfe de Guinée, pardon, l'avantage de la mer, c'est que normalement, vous n'avez pas de frontières terrestres à traverser de manière répétée et que finalement, la fluidité que offre la mer doit être un accélérateur de l'intégration économique intra-africaine. Et je pense que c'est incroyable aujourd'hui, et je ne critique pas ouvertement, je ne critique pas pour critiquer, mais j'appelle, moi, avec les textes de la Fondation, à essayer de dire comment l'étape d'après dans cet accord de libre-échange intra-africain doit nécessairement inclure le maritime et le portuaire avec des outils, un appareillage méthodologique qui permette justement d'amorcer la pompe et de lancer des sillons maritimes intra-africains efficients et efficaces au service justement d'une transformation des produits et de l'autoconsommation africaine de produits africains. Je ne sais pas si je réponds totalement à ta remarque, Alain, mais en tout cas, c'est sur ça qu'on travaille aujourd'hui. Hein. C'est bon. Maintenant, il faut peut-être qu'on travaille tous ensemble à faire le lobbying pour que comme tu dis, les essais soient gagnants. Et c'est, encore une fois, je ne voudrais surtout pas monopoliser la parole, mais c'est nous, à vraiment toute et modeste petite échelle de la Fondation, qu'on lance ces idées-là pour qu'elles soient au moins reprises par des gens compétents, des gens qui soient aussi acteurs de la décision, pour considérer qu'effectivement, il est incroyable de penser qu'un produit congolais sortant de Pointe-Noire ne puisse pas rejoindre de manière efficiente et logistiquement efficiente le marché de consommation de Dakar. Et aujourd'hui, vous savez, rappelez-vous, il y a 20 ans, quand on faisait de l'aérien, moi je me rappelle d'avoir fait des choses absolument mais complètement ridicules, c'est de partir de Douala pour remonter à Charles de Gaulle pour aller à Lomé. On sait que maintenant, aujourd'hui, le système de couverture aérien intra-africain est efficace, il est performant, et en plus, il est vraiment pas onéreux, enfin, encore, toute proportion gardée, évidemment, mais ça accélère les fluidités, ça accélère les connectivités, et donc ça accélère les opportunités d'affaires. Et il faut penser le maritime exactement de la même manière, et pas comme quelque chose qui n'intéresse que les grands navires et les grands segments. Très bien, merci, Monsieur Alix. Je pense qu'au niveau continental, on oublie souvent le maritime dans la planification. Je peux prendre le cas du Sénégal. Nous, on a défini un plan Sénégal émergent à l'horizon 2035. Mais pour ce qui est de la partie maritime, on a juste évoqué un hub logistique. Donc, c'est nous qui avons développé une nouvelle vision en nous disant que le port pouvait être un moteur de la croissance dans ce nouveau plan. Il y a en 2017, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est PwC qui disait qu'une amélioration de 25% des performances opérationnelles des ports pouvait faire gagner aux pays africains 2 à 3 points de croissance. Donc, nous nous sommes appuyés sur cette étude quelque part pour mettre en œuvre cette nouvelle vision. Et en tant que port, on veut sortir de ce schéma de port de chargement et de déchargement et nous orienter plutôt vers la définition d'une mission qui tourne autour des points suivants: être un acteur logistique au service des économies ouest-africaines. Je pense que les maritimistes ont leur opinion à donner sur ce point et qu'il est temps de
d'impliquer davantage tout ce qui est services portuaires et services maritimes dans le développement des différentes nations africaines. Je pense qu'on va se retourner aux questions. Tout à l'heure, nous avons parlé au niveau des tendances du secteur maritime et portuaire, de la tendance à la concession et à la mise en place de PPP. Je pense que cette question est assez intéressante. Elle nous vient de Enzu, excusez-moi si j'écorche le nom, de Enzu Die, qui dit comment rendre plus nationale la gestion des ports africains sans toute intervention extérieure. Y a-t-il besoin de formation plus poussée dans le domaine maritime ou y a-t-il d'autres perspectives? Si je peux me permettre de répondre. S'il vous plaît, c'est M. Bakili. Oui, oui. Très bien, allez-y. Oui, j'ai vu cette question. Ça m'a fait sourire un peu. Je pense que déjà, c'est une compétition. Et au niveau de chaque pays, la réglementation pour la passation des marchés, c'est vrai qu'il y a également les PPP, s'écartent un peu des procédures conventionnelles de passation des marchés. Donc, logiquement, il doit y avoir un cadre réglementaire institutionnel des PPP. Donc, une fois que ce cadre est établi, si ce cadre n'exclut pas de la compétition des opérateurs étrangers, il sera difficile, je veux dire, de nationaliser la gestion de nos terminaux si en compétition, les opérateurs privés l'emportent. Donc, je pense que cette question intervient parce que le constat est que la majeure partie des terminaux des ports africains est gérée par des opérateurs étrangers. Donc, déjà, il faut avoir des sociétés nationales capables de gérer ces infrastructures. Donc, la question doit se situer à ce niveau. Et je pense qu'il y en a peu. Sinon, quand on va au Maroc, je pense que là-bas, ils réussissent bien. Ils ont quand même des opérateurs publics nationaux. Mais pour nous autres pays de l'Afrique de l'Ouest, je ne me souviens même pas des terminaux qui sont gérés encore par l'autorité portuaire, peut-être qu'à Dakar. Mais cette question est vraiment là. Ça part de la volonté. C'est une volonté au plus haut niveau de la politique d'implémentation des PPP au niveau de l'État. Donc, c'est difficile de répondre à comment rendre nationale la gestion des ports. C'est des concessions. Il y a eu des compétitions ouvertes, des entreprises étrangères ont gagné. Et donc, ça suppose qu'elles ont gagné sur la base de critères objectifs. Donc, elles sont les plus compétentes, les plus à même de gérer nos infrastructures portuaires. Après, ça peut être une décision, comme je l'ai dit, une volonté au niveau étatique de nationaliser les ports, comme on a vu au Cameroun. Je pense que ça doit être, Alain, si je me trompe, c'est à Douala, hein, je crois bien. Oui, nous avons la régie du terminal conteneur de Douala actuellement. Voilà, donc le terminal conteneur de Douala est passé en régie. C'est un choix, c'est une décision et je pense que vous devez être informé de la suite juridique qui s'ensuit. Je ne sais même pas s'ils sont arrivés à terme de ce processus juridique. Donc, en gros, c'est ça. Si l'État décide de nationaliser les ports africains, c'est une volonté, c'est une décision qu'elle doit prendre. Mais déjà, au préalable, il faut qu'il y ait des entreprises nationales capables de gérer ces infrastructures. Si ce préalable n'est pas rempli, je pense que ça ne vaut pas la peine de rentrer dans ce débat. Donc, c'était ma réponse. Je pense que compte tenu des urgences de développement en termes d'éducation, en termes d'accès aux infrastructures de santé, quelque part, il est normal qu'au niveau des pays de l'Afrique subsaharienne, qu'on ait recours à l'investissement privé. D'autant plus que le risque est tellement grand qu'il est
vraiment préférable de le partager. Si je donne l'exemple du port de Dakar, nous, avec la concession du terminal à conteneurs, on a pu atteindre des standards internationaux. Donc, le terminal a des cadences de manutention qui sont vraiment top au niveau mondial. Et le terminal est certifié ISO et QHS. Donc, je me dis que quelque part, c'est un gain pour le port, mais également pour le personnel portuaire, parce que ce sont des emplois directs qui sont créés et beaucoup plus de compétences qui sont développées dans les différents terminaux au profit de la population. J'ai une autre question de... Je pense que là, les questions commencent à affluer. Voilà. Quelqu'un a dit, les PPP n'ayant pas un cadre uniforme dans tous les pays africains, quid du risque de monopole, voire de déstabilisation des ports et des pays par un opérateur privé? Quelqu'un d'autre, Romaric, je pense fortement que la question se trouve principalement au niveau financier. Les pays de l'Afrique subsaharienne disposent de peu de moyens financiers au niveau national à hauteur de développement des infrastructures et des portuaires. Donc, si quelqu'un veut réagir encore une fois à cette notion de PPP à développer, je lui laisse la parole. Sinon, nous passons à une autre question. Madame Diop, si je peux me permettre juste d'un mot, parce que je trouve que la démonstration d'Ousmane est particulièrement éclairante. Il y a un peu ce fantasme de nationaliser peut-être dans certains pays d'Afrique. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, dans la quasi-totalité des ports du monde, les opérateurs sont tous privés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le port et ces opérateurs qui sont des opérateurs qui manutentionnent ou qui gèrent des activités sur chacun des terminaux qui composent le port. Aujourd'hui, le transfert de la compétence et de la responsabilité aux acteurs privés, elle n'est pas nécessairement différente en Afrique qu'ailleurs. La quasi-totalité des ports, qu'ils soient africains ou ailleurs, font appel à des investisseurs et font appel à des compétences internationales qui ne sont pas nécessairement non africaines. C'est ça que je veux dire. Et par rapport à la remarque, il y a quand même des... Et je pense que dans une des questions, il y a une excellente partie de la réponse. La problématique de la capacité d'investissement et de la capacité bancaire à être suivi en tant qu'opérateur privé africain, c'était une limite. Et on voit que, par exemple, des grandes fortunes comme Dangote cherchent à développer des activités industrielles et portuaires en fonds propres avec des mécanismes financiers qui ne sont pas nécessairement que africains. Et ce serait trop restrictif que de penser qu'il faut faire tout en mode Made in Afrique. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des puissances financières privées africaines qui cherchent à effectivement investir des terminaux, à construire et opérer des terminaux en accompagnement des autorités portuaires. Et c'est ça que je pense qui est le plus important aujourd'hui. Je ne sais pas si demain la raffinerie que M. Dangote espère construire au Nigeria permettra de mieux équilibrer le volume importé de carburant raffiné pour le futur grand marché du Nigeria que 2030 annonce et que 2040-2050 confirmera. C'est ça qu'il faut voir. Moi, je pense qu'on est dans un processus aujourd'hui où les autorités portuaires ont très bien travaillé. Moi, je ne voudrais surtout pas minimiser ce qu'a dit Ousmane. L'État ivoirien a été remarquable dans sa planification stratégique sur les 10 prochaines années, en mettant beaucoup d'investissements sur le port d'Abidjan d'abord, ensuite de San Pedro, vraiment dans une cohérence stratégique d'aménagement de son arrière-pays national, mais aussi sous-régional. Et pour ça, il a besoin d'opérateurs privés. Et lui, il fait sa partie du travail et il a besoin des opérateurs privés. Et là, je pense que qu'ils soient ivoiriens, africains ou internationaux, entre guillemets, importe peu. Vous voyez, nous, en France, si on écartait des opérateurs chinois d'investir dans nos terminaux, je pense qu'on pourrait avoir des soucis à terme. Donc, c'est un petit peu ces éléments-là qu'il faut garder en perspective dans le développement actuel du Cameroun. Pardon, parce que je regardais la question du Cameroun, mais de l'Afrique en règle générale.
Très bien. Un autre intervenant sur cette question? Sinon, Monsieur Haïssi, vous souhaitez répondre à cette question ou on peut passer à d'autres? Non, pas répondre, réagir et donner aussi mon point de vue sur la question. Je pense déjà Exemple. bon, qu'il faut considérer que poser sur la table, mettre sur la table la problématique de la nationalisation des ports, je parle au second degré, est déjà une bonne chose. Et déjà une bonne chose parce que ça permet de traduire la volonté de ceux qui se posent cette question d'être partie prenante. OK. Quand on a dit ça, je pense qu'il est, comme M. Yanalix l'a dit, il faut revenir sur quand même la trajectoire historique de l'évolution des modes de gestion des ports et considérer qu'aujourd'hui, dans la plupart des ports du monde, c'est les privés qui sont mis à contribution dans une logique d'efficacité, d'efficience, pour que on puisse avoir le bénéfice maximum des ports par rapport à l'économie. Maintenant, au niveau des États africains, au niveau de l'Afrique, je pense qu'il faut plutôt se poser la question de comment construire ou comment arriver à faire émerger des champions camerounais, ivoiriens, de manière générale africains. Comme tout à l'heure, M. Bachili a parlé du Maroc. Je pense que c'est un exemple qui peut faire tâche. Il y a une volonté stratégique, il y a un chemin qui est construit. Et de manière progressive, on arrive donc à faire émerger des champions nationaux qui sont arrimés ou qui sont en lien avec des champions d'autres horizons, qui peuvent être chinois, qui peuvent être européens, qui peuvent être américains. Donc, je pense que c'est vraiment cette logique-là dans laquelle on doit s'inscrire. Donc, de se dire au niveau stratégique, qu'est-ce que nous voulons en Afrique par rapport à rendre nos ports plus efficaces pour nos économies, pour nos populations. Nous avons aujourd'hui de nombreuses ressources humaines et des agents économiques qui sont prêts à contribuer. C'est pour ça que ces questions sont sur la table. Maintenant, comment on accompagne la montée en puissance de ces différents acteurs pour arriver à travailler et se regarder les yeux dans les yeux avec les autres acteurs qui, il n'y a pas de génération spontanée, n'ont pas commencé le premier jour en étant des grands groupes comme ils le sont aujourd'hui. Comment on y travaille? Et je pense que ces grands groupes également, dans une logique de responsabilité sociétale, s'inscrivent dans cette dynamique-là. Donc, il faut simplement transformer l'essai en inscrivant ça dans nos différentes stratégies. Merci. Très bien. Merci, Monsieur Haïssi. Je pense que nous avons fait le tour sur cette question. On va voir au niveau du forum, si vous le permettez. Je pense qu'on a une question qui nous vient de Laurent Chiraud. Excusez-moi. Voilà. Quelle politique mettre en place pour que les ports africains se développent sans mettre en péril l'économie des différents pays? Je répète la question, vous l'avez bien entendu. Quelle politique... Voilà, très bien. Allez-y, madame, allez-y. Vous avez entendu la question? Pas très bien. Je n'ai pas très bien suivi. Désolée, je vais la répéter. Quelle politique mettre en place pour que les ports africains se développent sans mettre en péril l'économie des différents pays? Bon, je vais m'y essayer. Merci. Logiquement, les études le démontrent, il y a une bonne corrélation entre le développement d'un port et le développement du pays. Donc, logiquement, quand un port se développe, ça se ressent au niveau du développement du pays. Maintenant, quand on dit mettre à mal l'économie du pays, c'est peut-être ce lien-là que j'ai du mal à bien capter. Mais donc je vais essayer de répondre vaguement, c'est-à-dire, comme on l'a signifié, la planification est très importante. Donc,
quand la planification est bien faite depuis le sommet de l'État, c'est-à-dire quand il y a un plan national. Et dans ce plan national, le secteur maritime est pris en compte. Donc, quand ce plan national de développement est décliné et ça descend au niveau du secteur maritime, qui, à son tour, aura aussi sa contribution dans le développement national, je pense qu'on a une cohérence dans tous les investissements, dans toutes les actions, qui, logiquement, ne devraient pas mettre en péril le développement de la nation. Donc, pour moi, tout va se résumer dans la planification au niveau national, qui ensuite sera décliné au niveau sectoriel dans le secteur maritime. Et là, tout est intégré, tout est cohérent. Il n'y a pas de risque que le développement du port mette à mal l'économie nationale. C'est ce que je peux dire. Parfait. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite réagir à cette question? Apparemment, il n'y a pas d'autres. Oui, je Oui, voudrais avoir une petite réaction sur cette problématique-là. s'il vous plaît, allez. À la suite de M. Bathily, moi, je voudrais indiquer qu'on peut avoir en fait une problématique au-delà des aspects stratégiques. Il est important que les États se transforment. Nous avons dans la plupart de nos États des trajectoires socio-historiques qui, dans certains cas, induisent des contraintes fortes. Et on peut arriver à avoir, on va dire, la trajectoire des ports qui ne rencontre pas tout à fait la trajectoire des territoires. Donc, il est important que, en sus de la mise en œuvre de l'écriture stratégique qui a été évoquée par M. Bathily, qu'au niveau opérationnel, qu'il y ait des transformations véritables, tant au niveau portuaire qu'au niveau des États, pour que les deux puissent s'aligner. C'est-à-dire qu'on puisse mettre en œuvre les stratégies, parce que les stratégies, elles existent, elles sont multiples. Si je prends par exemple le cas spécifique du Cameroun, nous avons actuellement au niveau du Cameroun différents documents stratégiques que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous avons une stratégie intégrée des infrastructures de transport modal, multimodal au niveau du Cameroun qui a vu le jour, qui permet un peu de donner la perspective de comment l'intermodalité, la multimodalité est vue au niveau du Cameroun pour répondre et accompagner l'émergence qui est attendue pour ce qui est du sous-secteur portuaire, sous-secteur routier, autoroutier, le sous-secteur aérien et le sous-secteur ferroviaire, avec également un des éléments sur la partie logistique, dans la partie service. Maintenant, nous avons un document de stratégie de développement à l'horizon 2030 qui est également édicté. Donc, au niveau stratégique, les choses sont dites, les préconisations sont faites. Maintenant, il faut qu'au niveau opérationnel, les transformations se fassent. Ça veut dire que, on va dire, l'armature, l'ossature des différents États, des gouvernements, des entreprises, des entités et des administrations, ça rime à la recherche de la productivité, de l'efficacité, de la célérité. Et ce n'est pas toujours des choses qui s'alignent de manière aisée. Donc, on peut avoir un port et un État qui sont à deux vitesses. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut adresser au niveau opérationnel pour qu'on n'ait pas cette distorsion qui a été Allô, monsieur Haïssi? Vous êtes toujours en Ouais, ligne? non, non, c'est bon pour moi. Je ne sais pas si vous m'avez Ah, suivi. d'accord. J'avais peur de vous avoir perdu un moment. D'accord, parfait. Merci. Donc, on va retourner au forum. Je pense qu'on a une question qui parle de l'attractivité des pays de l'Interland. Elle est très intéressante parce que beaucoup de ports servent d'interface aussi au commerce des pays enclavés. Donc, sa question est la suivante. L'attractivité des pays de l'Interland n'est-il pas lié à la gouvernance des ports? Je crois qu'il y a une convention qui lie les pays enclavés et les ports à façade littorale.
Et voilà. Monsieur Bakili, je vous vois acquiescer, donc je laisse le soin de répondre à cette question. Merci. Effectivement, je ne m'y connais pas trop dans le volet juridique, mais je sais qu'il y a dans le cas de la coopération, je ne sais pas comment on appelle ça, coopération régionale, depuis même l'époque avant l'indépendance, ces ports ont été construits pour les pays aujourd'hui hôtes ainsi que pour les pays enclavés. Donc, quand on prend par exemple le cas du port d'Abidjan, quand il a été construit dans les années 1950, c'était pour desservir jusqu'à Ouaga, en tout cas, tous les pays enclavés. Donc, voilà pourquoi, par exemple, vous avez le chemin de fer qui part depuis le port d'Abidjan jusqu'au Burkina. Donc, déjà, même à la base, le port d'Abidjan n'a pas été conçu uniquement pour la Côte d'Ivoire. C'est pareil quand vous voyez à Dakar, mais j'ai eu vent que la connexion ferroviaire n'est plus fonctionnelle. Sinon, en son temps, à l'époque, il y avait une connexion ferroviaire entre Dakar et Bamako. Donc, pour cela, on dit que la planification est très importante. Donc, dans la conception, dans la création de ces ports, ils avaient une vocation de servir à la fois le pays, qui d'ailleurs même n'existait pas en ce moment. Dans les années 1950, il n'y avait pas encore la Côte d'Ivoire. Donc, ces ports-là ont une vocation de desservir. Donc, il y a des partenariats en quelque sorte. Ce qui se ressent même également au niveau des tarifs. Vous verrez que dans les tarifs portuaires, il y a une réduction qui est faite pour les pays enclavés. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur cette question. Parfaitement. Et je confirmerai que le port de Dakar a bien une convention avec le port de Dakar a bien une convention avec l'État du Mali et que nous leur avons dédié un môle, le môle 3, qui est réservé en priorité aux opérations maliennes. Il dispose également de hangars et, comme vous l'avez si bien dit, d'un abattement au niveau de la tarification portuaire. Est-ce qu'on a un autre panéliste qui souhaite intervenir sur ce point? Moi, Non, j'ai d'autres questions. Oui, très bien. Très bien, juste très rapidement, hein. Je crois on parle de la convention d'Almaty, mais je voudrais vraiment pas être sûr, je suis pas sûr de moi. Cette convention qui fait que les États côtiers doivent être, entre guillemets, solidaires des économies enclavées et de la dynamique positive que un port peut générer sur l'importation et l'exportation des denrées, souvent essentielles d'ailleurs pour l'évolution des économies et des sociétés enclavées. Mais vous l'avez très bien dit, encore une fois, Madame Diop, ce qu'il faut renforcer encore et toujours, c'est que c'est ce rapport de client et de partenaire entre une autorité portuaire, son écosystème, et ses chargeurs, qui sont regroupés souvent en conseils de chargeurs. Et moi, j'insisterai plus sur l'idée que ces conseils de chargeurs, ils doivent se parler. Moi, j'ai eu la sensation quand j'allais essentiellement à Ouaga ou à Niamey, et là, j'ai très peu travaillé avec le conseil des chargeurs maliens, ces conseils de chargeurs ne se parlent pas assez pour mieux concerter leurs besoins et leur capacité aussi de mutualiser les trafics pour pouvoir créer des économies d'échelle, des économies qui permettent, parce que les marchandises seraient compatibles les unes les autres avec une logistique intégrée, qui permettrait de renforcer leur pouvoir de négociation tarifaire, mais aussi de représentation officielle et opérationnelle au niveau des autorités portuaires. Je pense que tout ça est gagnant-gagnant. Chaque autorité portuaire lutte pour garder une part de son trafic enclavé. Et c'est plutôt positif de vous voir les uns les autres tous en concurrence pour pouvoir fidéliser des trafics intérieurs et qu'il y ait de la compétition. La compétition n'a jamais nui à la qualité de service et donc il faut continuer d'avoir un lien privilégié avec les économies enclavées, avec leurs représentants que sont les conseils de chargeurs, mais aussi les chambres de commerce, pour que tout ça soit encore plus fluide, plus efficace et que les leviers, notamment sur les tracasseries administratives, sautent entre l'interface maritime et le consommateur ou l'expéditeur premier d'un pays enclavé.
on a encore des coûts de transaction et des coûts de transport qui sont beaucoup trop importants et finalement, ce sont les populations les plus pauvres qui pâtissent de leur éloignement et de leur isolement. Et donc, je pense que la vertu aussi de la relation de confiance entre les enclavés et les pays côtiers passe là. Tout le monde y gagnera parce qu'on aura plus de volumétrie, parce que justement, l'économie vertueuse amènera des économies d'échelle qui seront partagées par tous. Alors tout ça, c'est très beau sur le papier et c'est très difficile à mettre en place malgré tout. Très bien, merci beaucoup Yann Alix. Je pense qu'on a une question qui est un peu délicate. Je vais la lire. Géopolitiquement et géostratégiquement parlant, quel rôle jouent les ports dans la floraison de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie criminelle, la piraterie maritime, trafic de drogue, terrorisme? Yann Alix, je pense que c'est la patate chaude de cet après-midi. C'est bon pour Yann, ça. Celle-là, elle est pas mal, ouais. Écoutez, moi, je veux tout de suite me mettre un peu en faux par rapport à la manière dont tu posais la question, parce que je ne pense pas que certains ports soient complices de réseaux criminels. On a des intérêts particuliers, des individus qui utilisent les interfaces portuaires et certains terminaux pour justement développer leur circuit de distribution et d'approvisionnement. Mais en tout cas, de ma connaissance, effectivement, on a une recrudescence des trafics entre la zone Caraïbe, nord de l'Amérique du Sud, vers des zones comme Praia, comme le Cap-Vert ou même Dakar et certains ports de la région. Mais de là à penser que ces ports sont des acteurs actifs, je vais répéter parce que je veux vraiment insister sur ce sujet-là. Ils ont besoin des ports pour faire des relais et organiser logistiquement leur flux. Ils ont des complicités qui sont souvent des complicités d'intérêt avec des individus qui travaillent peut-être sur les ports, sont actifs dans les ports, mais de là à penser que certains ports vont avoir une forme de stratégie parce que la manière dont tu as posé la question, on a l'impression qu'il y a une forme de stratégie sur l'économie criminelle. J'ose penser, peut-être je suis naïf, que je ne crois pas qu'il y ait un écosystème portuaire qui dise « Venez chez moi, vous allez voir, vous allez être bien traité en tant que criminel ». En tout cas, j'espère pas. Et encore une fois, tout à fait votre point de vue. Ça n'est vraiment pas propre à l'Afrique. Non, en Donc, fait, ce que je voulais ajouter, c'est que souvent, on attribue tout, disons, à tort ou à raison au port. Donc, nous, on aime dire que, vous voyez le port comme une gare. Voilà. Et au niveau du port, il y a plusieurs intervenants. Par exemple, quand du bois doit transiter par le port, c'est le ministère des Eaux et Forêts qui va venir faire l'inspection. Quand du poisson doit transiter par le port, c'est le ministère des Ressources animales et halieutiques. Donc, vous avez toutes ces structures qui sont chargées de la certification ou de l'inspection qui sont en place. Donc, le port, quand je dis port en tant qu'autorité portuaire, c'est de faire en sorte que les marchandises passent par le port dans de bonnes conditions. Voilà, comme une gare. Donc, par exemple, il arrive des marchandises qui viennent au niveau du port qui sont classées secret défense. Le port ne pourra pas savoir le contenu, c'est secret défense, on s'assure que ça soit bien acheminé, c'est tout. Donc, comme Yann l'a dit, j'ai bien aimé son thème actif. Le port n'est pas actif. Bon, d'un point de vue, puisqu'on est gestionnaire de l'infrastructure portuaire, on peut dire qu'on a une part, donc je dirais indirecte. Mais sinon, je serais tenté de dire que le port n'a rien à voir dans ce nouveau phénomène. Quand j'ai vu la question, j'en ai, parce que c'est d'actualité dans mon pays, ça fait, on a découvert des tonnes de drogue il n'y a pas longtemps, mais comme je le dis, le port n'a pas un rôle direct.
Très bien. On pourrait nous incriminer parce que peut-être c'est passé par le port, mais comme je l'ai dit, le port a un gros nom. Sinon, on est chargé d'assurer le bon passage des marchandises. Ensuite, qui s'assure de la qualité ou du respect des réglementations en vigueur? Vous avez la douane, vous avez les différents démembrements de l'administration publique qui sont présents au port pour veiller à cela. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Batili. Je pense qu'il nous reste moins de 5 minutes. Et c'est une question, en fait, qui peut résumer toutes nos discussions. Je la lis. À votre avis, quel est le défi majeur de développement des ports africains? Est-ce la construction des infras modernes ou des terminaux spécialisés? Donc, je vais vous laisser peut-être à chacun 2 minutes vous exprimer et nous dire votre dernier mot. Merci encore. Monsieur Haïssi, vous êtes là? Je suis là, je réfléchis, je n'ai pas bien saisi Très la bien, question. très bien. Donc, excusez-moi, je vais la répéter. À votre avis, quel est le défi majeur de développement des ports africains? Est-ce la construction des infras modernes ou la construction de terminaux spécialisés? Donc, je pense que c'est la dernière question que nous allons prendre sur ce point. Vous me recevez bien? Oui, je vous reçois Très bien. très bien et je cherche un peu l'angle d'attaque pour répondre à cette question parce qu'elle est exclusive d'entrée. Elle est un peu... Donc, je pense que vous pouvez ouvrir la question. Sinon, Monsieur Batili ou Monsieur Alix peuvent à leur tour répondre à cette question. Moi, je pense que de mon point de vue, les défis d'avenir pour les ports africains, c'est d'abord l'intégration au niveau continental entre les différents États, de travailler dessus, et la transformation des hommes et des institutions. Je pense tout le monde parle d'une problématique complexe. Les ports, c'est un environnement, un écosystème complexe avec une chaîne logistique qui va de la mer à l'intérieur des continents très loin, comme M. Alix a évoqué tout à l'heure, les 50 derniers kilomètres. Ça veut dire un jeu de rôle entre les acteurs. Il est bon que ces acteurs aient des éléments convergents dans leur perspective. Donc, c'est un défi d'efficience commune. Moi, je préfère adresser cette problématique de cette manière-là. Au niveau local, dans certains États ou dans certaines zones géographiques, la problématique de nouvelles infrastructures peut être la nécessité. Dans d'autres, c'est celle des terminaux spécialisés pour accompagner l'essor industriel. Maintenant, pour que tout ça soit efficace, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qui est au niveau maritime et ce qui est au niveau terrestre, que l'interface fonctionne de manière suffisante. Et pour ça, comme je l'ai indiqué, il y a une dimension stratégique qui doit être consolidée, d'où la redite sur l'intégration dans l'accord sur la zone de libre-échange continentale et la transformation des hommes et des institutions. Hommes, institutions, administration, parties prenantes de manière générale. Voilà ce que je peux dire à titre de réaction sur cette question. Très bien noté. Merci encore. Monsieur Batili? Oui, à mon niveau, ce que je vois comme défi prioritaire pour moi, c'est l'amélioration des procédures. Peut-être que je me base sur mon expérience au port d'Abidjan et la digitalisation des ports. On est quand même, de mon point de vue, on est quand même en retard en termes d'éthique. On fonctionne encore beaucoup, je dirais, de façon archaïque. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de IT, d'amélioration des procédures, et ça ne nécessite pas de grands investissements. Faire des procédures simplifiées, c'est quelque chose qui ne nécessite pas de grands investissements et qui aura un impact, je dirais, très, très, très grand sur l'exploitation et la compétitivité de nos ports. Donc, pour me résumer, il faut vraiment revoir nos procédures. Elles sont lourdes. Voilà,
les procédures administratives et douanières doivent être revues. Donc, voici pourquoi la notion de guichet unique portuaire prend tout son sens. Même à ce niveau-là, on traîne encore les pas. Donc, amélioration des procédures administratives et douanières, la digitalisation, sinon je dirais l'informatisation de la gestion des ports. Et puis après, pour nos amis environnementalistes, il y a les questions d'environnement, d'économie verte. Donc, en gros, ce sont ces trois défis que je pourrais qualifier de prioritaires. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir parlé de cette problématique de la digitalisation, mais surtout de l'environnement. Je pense que ce sont vraiment les sujets sur lesquels on doit avancer parce que investir dans le soft permet vraiment de remédier à la congestion. Si je prends l'exemple du port de Dakar, depuis qu'on a mis en place une plateforme de VBS, de prise de rendez-vous pour les camions accédant ou sortant du port, on a remarqué que la congestion a diminué, mais également que le temps de service des camions s'est amélioré en rapport avec une programmation faite par les différents concessionnaires du port. Donc, je pense que le digital vraiment et la question environnementale sont vraiment des points importants. Yann Alix, s'il vous plaît, je pense que je vous laisse terminer sur ce point. Merci. Merci beaucoup, je suis totalement d'accord avec vous. Je vais mettre peut-être un peu les pieds dans le plat, mais finalement, ça servira de conclusion à ce que moi j'ai essayé de décrire aussi. Par rapport à la question, moi je pense que les terminaux portuaires, ce ne sont que des produits d'une vision et d'une vraie planification qui est avant tout publique et politique. Et tout ça, je pense qu'elle est la plus juste que possible à partir du moment où on prend l'intelligence des marchés en considération. On ne fait pas un port parce que c'est un port politique, on fait un port parce qu'il a une vraie dimension socio-économique. C'est la première chose. La seconde, je pense que l'avenir des ports africains passe dans la connectivité, la facilitation et la fluidification des trafics intérieurs. J'en suis intimement persuadé. Je pense que les potentiels de marchés intérieurs ne sont pas exploités à leur vraie valeur et que les surcoûts de transport et de logistique aujourd'hui sont véritablement des freins du développement portuaire. Et puis, vous allez me reconnaître là, Madame Diop, je ne peux pas conclure sans mettre en avant une chose que je pense être une solution et pas un moyen. Un moyen et pas une solution, pardon. On n'en a pas du tout parlé, mais moi, je vais en parler. C'est la conduite du changement et des pratiques et surtout des mentalités. Je fais beaucoup rire de ce côté-ci quand je parle de l'Afrique en disant qu'on a un problème avec les PDG, police, douane, gendarmerie et les pratiques informelles. Aujourd'hui, je pèse mes mots, je pense qu'il y a besoin de reconsidérer ces agents publics, souvent, leur rôle, mais aussi leur rémunération. Ce n'est pas normal, aujourd'hui, en 2021, que ces gens soient mieux payés à être dans l'informel qu'ils ne le seraient s'ils devenaient vertueux. Vous voyez ? Alors, mon discours est peut-être très moralisateur, mais moi, je pense que tant qu'on ne payera pas à la hauteur de ce que représentent ces gens-là dans le fonctionnement économique de la nation, et qu'on les laissera penser qu'ils seront toujours mieux rémunérés à moins bien faire leur boulot parce qu'ils seront dans l'illégalité, eh ben, on n'y arrivera pas. Donc, ces PDG, il faut savoir les traiter à la juste valeur de ce qu'ils représentent. Et je pense que la digitalisation devient un moyen, devient véritablement un moyen que je vais même qualifier de vertueux pour rendre les pratiques plus saines, plus efficaces et que le partage de la valeur soit vraiment partagé. Voilà, c'est ça, je pense, le plus grand défi. Et c'est certainement celui qui est le plus dur à adresser parce que je compte sur les jeunes générations pour penser que ce n'est pas dans l'informel et dans l'illégalité qu'on réussira à faire avancer les ports africains et leur rôle dans l'économie. Voilà, c'est peut-être un peu moralisateur. La transformation des hommes et des parties prenantes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci Alain. Et merci encore, après je lâche la parole. Merci à l'Institut supérieur des transports, à Subdeco et à Madame la modératrice que j'ai hâte de revoir à Dakar. Merci à vous tous. Merci beaucoup Yann Alix pour le mot de la fin.
Donc, je pense qu'on peut clôturer ce panel. Et je rappelle qu'il avait pour thème les défis des ports africains, enjeux et perspectives. Donc, nous avons eu des interventions de la part de Yann Alix, délégué de la Fondation C'est Facile, Monsieur Ousmane Batili, du port, directeur adjoint au port d'Abidjan, et de Monsieur Alain Patrick Aïssi, du port de Kribi. Donc, le directeur de l'IST vous remercie, ainsi que tous les participants, d'avoir répondu à cet appel. Il s'excuse vraiment à travers moi de n'avoir pas pu assister à ce séminaire parce qu'il est à 70 km de Dakar actuellement. Donc, il vous remercie et vous donne rendez-vous pour de prochaines sessions. Merci à tous les participants et à toute l'organisation. Monsieur Alix, Monsieur Aïssi et Monsieur Batili, merci encore pour vos présentations. Je pense que vous allez les transmettre au groupe IST. C'est bien cela? Oui, c'est déjà fait pour moi. Tout à fait. Parfait. Ce sera fait. Parfait. Très gentil. Merci à tous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Vous également, merci. Bon week-end à vous. Merci. Merci.